un des premiers problèmes qui se posent quand on travaille sur les Irlandais au service de la France, c'est le nombre d'hommes qui sont arrivés justement sur les côtes de l'Ouest à l'époque. Entre 15 000 hommes, entre 12 et 15 000 hommes, je peux voir jusqu'à 30 000 pour certains auteurs, monsieur reviendra là-dessus. Donc une diaspora militaire réfugiée en France. Les régiments qui font de la brigade irlandaise, c'est le terme qu'on utilise le plus souvent pour parler de ces régiments. Ces gens tout au long de l'Ancien Régime existent en gros de 1691 jusqu'à 1792, où elle est officiellement dissoute par la Révolution. Et les derniers régiments vont en fait faire partie des forces émigrées en Allemagne puis en Grande-Bretagne. Ils sont vêtus de rouge, tout comme les Suisses. On verra que ça aura certaines conséquences pour eux d'ailleurs. L'épisode le plus notable dans l'historique, dans la geste historique des Irlandais, c'est la bataille de Fontenoy. Pour la plupart des livres que vous pouvez acheter dans le commerce, de vulgarisation historique, il est absolument impossible maintenant de lire quoi que ce soit sur la bataille de Fontenoy sans que l'on parle de la présence des Irlandais lors de cette bataille. Ils participent à la contre-attaque victorieuse du maréchal de Saxe contre les forces alliées. Et c'est la chose la plus importante, c'est ce moment-là qui marque vraiment l'apogée entre guillemets de la présence irlandaise en France. Et donc, quand on parle de ça, on pense avoir dit l'essentiel de la brigade irlandaise. Et souvent, dans la plupart des livres qui illustrent cette période, on utilise ce tableau d'Horace Vernet, qui est très très souvent utilisé par des auteurs irlandais et britanniques, et ce jusqu'en 2013, c'est vraiment très très récent, pour illustrer la bataille de Fontenoy et la participation des Irlandais à cette bataille. Alors, petite question, dans ce tableau, où se trouvent les Irlandais? Regardez bien, vous avez 2 secondes. Donc c'est un tableau de 1828 qui est aujourd'hui à la galerie des batailles de Versailles. Horace Vernet, fils de Karl Vernet, grand peintre d'histoire militaire. La réponse est toute simple, c'est qu'ils sont nulle part. Ils n'apparaissent pas. Vous avez à peu près tous les régiments de l'armée française à cette époque-là. Vous avez même, si vous avez l'œil suffisamment aguerri, derrière le Louis XV, vous pouvez même apercevoir la garde personnelle du maréchal de Saxe, qui était composée d'une 50aine d'hommes de couleur. Donc vraiment, Horace Vernet est allé chercher très très loin les uniformes qu'il pouvait utiliser pour illustrer cette bataille, mais les Irlandais n'apparaissent pas du tout. Donc évidemment, c'est un des premiers problèmes que j'ai pu rencontrer en travaillant sur ce thème, c'est que vous avez une énorme différence entre ce que l'on nous vend, entre guillemets, quand on parle de la brigade irlandaise de nos jours, et la réalité des faits, je ne dis pas la vérité, mais la réalité des faits à l'époque. Et il faut savoir que pour les Français comme pour les Anglais, les Irlandais n'apparaissaient pas toujours de manière extrêmement positive dans l'armée française. Alors on va revenir déjà sur l'arrivée des Irlandais en France. Donc il y a en fait 2 catégories de régiments qui apparaissent en France entre 1690 et 91. Dans l'appel, pour le colloque, l'appel à participation, on nous parlait justement des régiments de 1690. Ces régiments sont des régiments en fait capitulés, qui ont été échangés à l'époque contre un nombre certain de à peu près 5000 hommes de troupes françaises. Ces hommes étaient donc techniquement des mercenaires au sens du XVIIe siècle et n'avaient pas forcément de lien avec le jacobitisme. Ce sont donc des gens qui viennent en France pour servir comme soldats et qui sont très clairement intéressés par l'argent. Et en plus de l'expérience militaire. Évidemment, quand on parle de la brigade irlandaise, on parle le plus souvent des 15 000 hommes qui vont suivre. Je pense que c'est le chiffre le plus raisonnable, parce sans compter qu'ils ne viennent pas seuls, la plupart d'entre eux viennent avec femmes et enfants, ce qui, on va le voir, a pu poser certains problèmes aux Français. Alors, beaucoup de ces hommes, en fait, quand ils étaient bloqués à Limerick en 1691, beaucoup de ces hommes étaient prêts à venir en France seulement s'ils avaient eu droit à la haute paie, des troupes étrangères au service de la France. Et c'était l'argument frappant des Irlandais et des Français qui combattaient en Irlande
pour les convaincre de venir. Parce que si vous lisez justement des historiens irlandais et britanniques, pour la plupart d'entre eux, ils disent oui, tous les Irlandais de l'Amérique du Nord ont quitté l'Irlande en pensant qu'ils allaient revenir quelques temps plus tard et remettre sur le trône Jacques II et donc remettre la puissance catholique en place. En fait, quand on lit les documents des archives françaises de l'époque, les troupes irlandaises étaient loin d'être convaincues du bien fondé de venir en France. Beaucoup ont déserté en fait quand il a fallu quitter Limerick pour aller vers la France. Et ceux qui sont venus ont été extrêmement déçus par l'accueil qui leur a été fait donc par les Français. Donc des troupes réfugiées pour une cause politique et religieuse, c'est vrai seulement en partie. Beaucoup étaient quand même assez intéressés par l'aspect pécunier de l'affaire. Maintenant, j'ai parlé de brigade irlandaise depuis tout à l'heure, mais c'est un terme en fait qui est apparu assez tard. On ne le voit vraiment apparaître qu'à partir de 1709. Et c'est en fait Louis XIV lui-même, et on le voit en lisant les courriers qu'il peut avoir avec Louvois par exemple, c'est lui qui demande à ce que les régiments irlandais, d'abord ceux de la fameuse brigade Mountcashel, donc les premiers à arriver en 1790, et ceux qui vont venir par la suite, on essaie en fait de les séparer. Et pourquoi est-ce qu'on les sépare ? On va voir ça aussi au niveau alors, plutôt que de faire un historique des régiments irlandais qui est toujours extrêmement compliqué, là vous avez une partie du diagramme que j'utilise pour ma thèse, pour essayer d'expliquer un peu ce qui s'est passé. Donc vous voyez, la première ligne correspond donc au régiment de la première vague, qui sont au nombre de 5. Et justement, c'est un des points que j'essaie d'expliquer dans mes travaux, c'est que pour la plupart des auteurs irlandais, ces 5 régiments arrivent et sont tout à fait accueillis par les Français, il n'y a aucun problème. Seulement, une ligne plus tard, on nous apprend qu'ils ne sont plus que 3 régiments seulement. Il n'y a pas d'explication pour ça. Un des auteurs les plus prolifiques par rapport à l'histoire irlandaise, qui s'appelle Cornelius O'Callaghan, qui a travaillé au XIXe siècle, qui a passé quand même 25 ans de sa vie à travailler sur le sujet, ça me laisse un peu de temps, a donc expliqué que pour lui, ces 3 régiments donc, sont des régiments tout à fait bons dans leur domaine. Il n'explique pas pourquoi on est passé de 5 à 3. Et la réponse, d'après mes travaux, on la trouve dans les archives locales. Si vous cherchez du côté de Vincennes, vous n'aurez pas forcément beaucoup d'informations sur eux. Mais si vous cherchez du côté, par exemple, d'Angers, dans les archives de l'hôpital d'Angers, vous découvrez qu'entre 1790 et 91, les hommes qui passent par cette ville, beaucoup en fait, ils laissent la vie. Et la plupart la raison principale du passage donc de 5 régiments à 3, c'est qu'il y a eu énormément de morts. Alors c'est un peu dommage que je crois que c'est Erika Chartres qui nous parlait de ça hier, qui ne soit plus là. Donc j'ai posé la question quelle était la cause principale donc de morts parmi les militaires au XVIIIe siècle. Et on est tombé d'accord sur le fait que c'était une forme de typhus qui était sans doute assez répandue à l'époque. Mais en fait, quand on lit les documents, ce serait a priori le climat breton qui aurait mis fin à la vie de la plupart de ces Irlandais, ce qui est quand même assez étonnant quand on sait que les 2 climats sont assez proches l'un de l'autre. Et je le dis avec d'autant de facilité que je suis moi-même breton. Donc, ces régiments finissent par être réduits, faute de combattants, si j'ose dire. La deuxième ligne correspond au régiment jacobite, pour le coup, donc ceux qui arrivent de Limerick. Et vous avez au fur et à mesure, jusqu'à la fin de la guerre de succession d'Espagne, vous voyez donc l'évolution des régiments qui sont soit versés les uns dans les autres, faute d'effectifs, ou qui partent servir, par exemple, je vois c'est le régiment de Bourg qui part servir au royaume de Naples, ou d'autres qui vont partir pour l'Espagne. Donc on va revenir là-dessus rapidement. Alors l'acclimatation des Irlandais, moi je suis de mon côté, voilà. Le manque d'organisation flagrant chez les Irlandais me fait penser à quelque chose. Il est un peu dommage que, donc je crois que c'était Madame, attendez que je ne me trompe pas, il y avait donc une personne qui devait normalement intervenir, qui en fait travaille sur la révolution militaire en Irlande dans la période qui précède la mienne. J'aurais bien voulu avoir son opinion sur le fait que, est-ce qu'il y a eu, oui ou non, un impact de la révolution militaire au XVIIe siècle en Irlande ? Parce que quand moi je vois ce qui est écrit sur les Irlandais par des Français
entre la période 1689 et 1691, et quand ils arrivent ensuite en France, les Irlandais sont totalement désorganisés. Ils sont absolument incapables de rentrer dans le moule de l'armée française. Le nombre des effectifs, par exemple, de compagnies sont pléthoriques. La plupart des régiments français ont 10 ou 15 compagnies. Les Irlandais peuvent en avoir 30 ou 35. La plupart des hommes qui sont dans ces régiments sont des hommes qui n'ont pas du tout d'expérience militaire. En tout cas, en 1689, ils n'en ont quasiment pas. Quand on lit la presse britannique ou francophone, on s'aperçoit que les Irlandais sont en général assez mal perçus, puisqu'ils sont considérés comme des amateurs, des gens qui ne savent pas forcément se battre. Donc, quand on lit aussi Geoffrey Parker nous explique bien que des parties comme l'Écosse ou l'Irlande n'ont pas forcément été touchées directement par la révolution militaire, telle que lui, il l'a définie. Et je pense, là évidemment, n'étant pas historien à la base, je suis extrêmement prudent, surtout par rapport face à des experts comme vous. Est-ce que c'est une preuve du fait que la révolution militaire a effectivement bien eu lieu, puisque les Irlandais sont obligés, en l'espace de quelques semaines, de s'acclimater non seulement donc, au climat breton, mais aussi à l'organisation de l'armée française, au sens où on trouve énormément de preuves tout au long de leur parcours, en gros de Brest jusqu'à Paris, beaucoup de preuves du fait que la discipline n'est pas du tout respectée, que ceux qui sont les plus difficiles à gérer sont en fait les officiers, que beaucoup d'officiers d'ailleurs laissent leurs hommes soit piller, soit violenter la population locale. Donc, j'ai trouvé des choses sur des tentatives de viol dans la région d'Angers, des problèmes de profanation d'églises du côté de Tours. Et quand, ça se passe un peu plus tard, en 1692, à la bataille de la Hougue, quand les Irlandais se retrouvent en Normandie, il y a énormément de rapports qui disent qu'ils sont en fait des gens en haillons, qui n'ont aucune discipline, qui ne savent pas marcher au pas, et qui font assez peur à la population. Sans compter qu'on peut supposer, comme qu'entre la Bretagne et la Normandie, les gens, le mot a dû être passé sur le fait qu'il y avait quand même des problèmes de discipline et de violence sur leur passage. Autre chose, c'est pour ça que j'ai mis la petite illustration par rapport à ça, la présence et l'importance des familles. Les femmes et les enfants sont présents en France. Ce qui, entre guillemets, va à l'encontre de l'imagerie du XIXe siècle où les familles sont éplorées et restent en Irlande alors que les hommes, les militaires, partent en France. C'est vrai et pas vrai. J'ai trouvé des documents français qui confirment effectivement le fait que des familles ont essayé désespérément de monter sur les navires français et anglais qui amenaient les Irlandais en France en 1691, et que certains d'entre eux y ont perdu la vie, parce qu'ils se sont noyés en essayant de monter à bord, donc des femmes et des enfants. Mais on a aussi la preuve que des familles entières se déplaçaient avec les troupes, qui d'ailleurs posait de gros problèmes aux municipalités, puisqu'il fallait absolument les nourrir. Alors, autre élément, l'adaptation par rapport à la guerre, par rapport au combat. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les Irlandais sont d'abord considérés comme peu efficaces. Pendant la guerre de Jacobite en Irlande, si vous lisez les comptes rendus de bataille, vous avez toujours un nombre impressionnant d'Irlandais, d'Irlandais catholiques, face à un nombre assez réduit de protestants soit irlandais, soit anglais. Et au début, les Irlandais commencent à avoir le dessus par le simple fait du nombre, et finalement les protestants l'emportent haut la main, puisqu'ils sont évidemment plus valeureux. Je vous rappelle que ce sont des sources d'origine britannique. Alors, les Français lisent ce genre de choses-là, et forcément, il y a des répercussions sur la vision que peuvent avoir par exemple les nobles ou donc les journaux sur le fait que les Irlandais ne sont pas de bonnes troupes. Donc quand on les voit arriver en France, si vous lisez Dangeau par exemple, ou d'autres, vous avez cette idée que les Irlandais ne sont pas des troupes intéressantes pour les Français. Donc ces fameux 15 000 hommes, on se demande un peu à quoi ils servent. Pourquoi est-ce qu'on a accepté d'avoir 15 000 hommes ? Une des raisons qui pourrait expliquer pourquoi finalement le pouvoir central était si désireux d'avoir
autant d'hommes, d'avoir ces 15 000 hommes, c'est qu'a priori, et là aussi je suis encore en train de travailler là-dessus, donc c'est pas encore défini, en même temps les Suisses font pression sur Louis XIV pour être augmentés. Et ils menacent de ne plus servir. Pas d'argent, pas de Suisse. Et comme par hasard, le nombre des troupes suisses correspond à peu près à 15 à 20 000 hommes dans l'armée de Louis XIV. Donc il est possible, je n'ai pas encore réussi à le prouver, mais quand on lit Zurlauben qui a écrit une histoire des forces suisses au service de la France, un écrit qui est contemporain des faits, il est possible que Louis XIV et Louvois se soient dit peut-être qu'on peut utiliser les Irlandais, au moins en partie, pour compenser la perte possible des troupes suisses. Mais évidemment, les Français auraient perdu au champ, parce que techniquement, les Irlandais étaient moins aguerris. En revanche, leur caractère agressif est très souvent donc noté dans les rapports officiels à leur sujet. Vous avez par exemple des coups de main, parce qu'ils commencent leur carrière en général comme des troupes qui sont utilisées en garnison. Et ensuite, on les utilise pour faire la petite guerre. Ils vont par exemple prendre des positions à revers en montagne en Italie du Nord, sous Catina. Et Catina écrit sur le fait que les Irlandais sont extraordinaires, qu'ils arrivent à faire des choses que ne feraient pas les Français. Et on parle tout à l'heure du fait de récompenser les militaires au moment du XVIe siècle, de donner de l'argent ou du butin, ce qui normalement est assez étonnant à l'époque moderne. On parle du fait qu'on offre le bétail pris aux troupes piémontaises aux Irlandais. Une sorte de compensation par rapport à leur position d'exilés. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre par rapport à ça ? Donc, à partir du tout début du XVIIIe siècle, on passe de troupes utilisées dans des coups de main à des véritables troupes qui sont utilisées lors de batailles rangées. Mais ça se joue surtout lors de la bataille de Crémone, qui est un peu moins connue en France, mais qui est très, très importante aux yeux des Irlandais. Donc Crémone, donc une place forte en Italie du Nord. Le maréchal de Villeroy est surpris dans son sommeil avec la plupart des troupes françaises par le prince Eugène, qui arrive à entrer dans la ville en passant par les égouts. Et les Irlandais sont les seuls, en fait, à être prêts à partir au combat. Et donc, ils sauvent, je simplifie les choses au maximum, ils sauvent la mise des Français. Et d'ailleurs, vous avez des Irlandais qui combattent du côté autrichien et qui sont là et qui leur offrent de servir du côté des ennemis, contre de l'argent. Les Irlandais, en fait, font preuve de loyauté envers les Français en refusant. Et alors, là où ça devient plus intéressant, c'est que pour la plupart des auteurs britanniques et irlandais, on s'arrête là. On dit que Crémone, c'est un des premiers moments où les Irlandais prouvent qu'ils sont importants. Mais si on lit les documents de Vincennes, on s'aperçoit qu'il y avait énormément de tensions entre les régiments irlandais. Parce que je vous rappelle qu'ils sont encore séparés en 1702. Et l'un des problèmes qui va se poser, c'est par rapport au recrutement. C'est que vous avez des régiments donc ils sont toujours à la petite paye quand ils arrivent donc en France, et c'est encore le cas en 1702. À partir de Crémone, vous avez certains régiments qui vont en fait demander à avoir un peu plus d'argent. Parce que comme ils ont sauvé les Français, ils se disent on aimerait bien avoir une sorte de récompense par rapport à ça. Et ils reçoivent effectivement un peu plus d'argent que les autres régiments irlandais. Et du coup, quand les problèmes de recrutement qui vont très vite arriver, parce qu'au bout de 10 ans, évidemment, le réservoir d'hommes commence à s'appauvrir, les officiers irlandais qui survivent parce qu'ils réussissent à recruter des hommes, ils vont devoir se battre entre eux pour pouvoir récupérer ces recrues. Donc vous avez certains régiments qui disent voilà, venez chez nous parce qu'on a plus d'argent. D'autres qui disent si on n'a plus suffisamment d'hommes, on risque de voir nos régiments dissous. Ce qu'on appelle la réforme encore à l'époque. Donc ce genre de problème-là va faire rage et donc on verra ça va avoir des conséquences peu de temps après. Donc problème de recrutement. Vous avez deux sources principales. Vous avez l'Irlande en elle-même. Alors je vous rappelle qu'après les guerres jacobites, vous avez ce qu'on appelle les lois pénales qui vont transformer les Irlandais catholiques
ont des sujets de second ordre. Ils n'ont plus le droit de rien faire du tout, ils ne peuvent plus devenir avocats, ils ne peuvent plus devenir médecins, par exemple. On n'a pas le droit d'avoir un cheval qui vaille plus que 5 livres, donc on a droit qu'à des vieilles rosses. Alors pourquoi on avait droit qu'à ça? Parce que c'était la cavalerie irlandaise qui était extrêmement efficace, d'après les Anglais eux-mêmes, lors de la guerre de Jacobite. Et alors, autre preuve qu'il y avait quand même un changement sur le continent, c'est que les régiments de cavalerie irlandais disparaissent quasiment, il n'y a plus qu'un ou deux régiments de cavalerie. La plupart des hommes deviennent des fantassins quand ils arrivent en France. Alors, est-ce que c'est là encore une marque du fait qu'il y avait une révolution militaire qui fait que la fameuse reine des batailles n'était plus la cavalerie mais bien l'infanterie? L'autre explication qui est beaucoup plus pragmatique, c'est que beaucoup de chevaux sont morts. Donc tout simplement, beaucoup de cavaliers ont dû en fait changer rapidement de métier. Alors, le problème des lois pénales, c'est que si vous êtes pris à l'époque à être soit recruté, soit être recru, vous êtes pendu. Ce qui pose un peu problème pour les vocations. Et donc vous avez évidemment beaucoup de gens qui vont essayer de recruter, mais sous le manteau. En même temps, les Britanniques sont assez contents de voir partir beaucoup de jeunes gens qui pourraient poser problème sur l'île. Autre source, les déserteurs et les prisonniers de guerre. Vous avez beaucoup d'hommes irlandais qui vont en fait être donc catholiques, qui vont être recrutés soit par les Autrichiens, soit par les Hollandais, et qui vont se retrouver en Flandre à combattre face à leurs propres camarades, qui étaient sans doute avec eux à Limerick, à peine 18 mois plus tôt. Donc beaucoup d'entre eux vont déserter et vont rejoindre les rangs français. Mais il y a aussi des preuves indirectes qui sont très compliquées à établir sur le fait que les Britanniques, alors même qu'il y avait les fameuses lois pénales, avaient eux aussi des Irlandais catholiques dans leurs forces. Mais là, pour réussir à prouver qu'il y avait un nombre conséquent d'Irlandais catholiques, c'est beaucoup plus compliqué parce que quand j'ai posé la question assez bêtement, assez benoîtement, aux archives militaires britanniques, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de traces. Parce qu'évidemment, c'était aussi dangereux pour les officiers britanniques protestants d'admettre qu'ils avaient des catholiques dans leur rang. Donc ce sont les deux sources de recrutement principales. Et ils vont très vite se tarir, parce qu'évidemment, les Britanniques vont faire la chasse au recrutement interlope, et il y aura de moins en moins de déserteurs et de prisonniers. Donc, comme je vous l'ai expliqué, les régiments irlandais vont se battre entre eux pour pouvoir récupérer un maximum d'hommes. Alors, vie et survie des officiers entre le début du XVIIIe siècle et la moitié du siècle. Vous avez plusieurs solutions pour donc les officiers à l'époque. Les hommes peuvent donc faire leur carrière en France, mais beaucoup d'entre eux en fait, ont été obligés d'abandonner leur poste, leur grade d'officier pour pouvoir en fait, rester dans les régiments. Donc vous avez des capitaines ou des majors qui deviennent simples sergents, voire même anspessades, donc l'équivalent d'un caporal, pour pouvoir en fait, rester à l'intérieur du système. Parce que si vous abandonnez le régiment, vous risquez de ne pas pouvoir retrouver un poste une fois que peut-être une expédition jacobite va se réorganiser pour pouvoir repartir en Irlande. Et ce n'est pas toujours le cas. Donc ça crée en fait des tensions entre officiers supérieurs qui vont jusqu'au duel. Donc j'ai trouvé des documents, par exemple à Lille, sur, je ne sais pas si ça va apparaître un peu plus tard, voilà. Vous avez par exemple l'affaire Barrett et Fitzgerald en 1730. Vous avez deux officiers dont l'un meurt, je me sens bien que c'est Barrett, qui sont cantonnés à Lille, et ils vont se battre en duel. Et on a en fait tout le procès qui a été fait à l'époque. Vous avez toutes les pièces avec les paroles des témoins sur le fait qu'en fait ces deux officiers avaient sans doute fêté en fait la promotion d'un d'entre eux au grade de capitaine, et que l'alcool aidant, ce sont les Irlandais, et là on pourra encore reparler sur les stéréotypes d'ailleurs, donc ils finissent par tirer l'épée et l'un d'entre eux meurt. Alors on n'a pas en fait la solution de l'énigme, parce que souvent, on parlait de justice militaire ce matin, la plupart du temps, quand on a les documents sur des problèmes posés par les Irlandais, on n'a que le bout de l'iceberg, si vous me passez l'expression. On n'a pas forcément tout, on n'a pas le tenant et l'aboutissant de l'affaire. Souvent parce que les affaires se règlent
entre les membres du régiment. Vous avez une justice militaire qui est propre aux Irlandais, tout comme les Suisses, et donc on a rarement dans les sources locales ou dans les sources françaises les résultats de ce qui a pu se passer par la suite. Mais donc pour l'affaire Barrett et Fitzgerald, très clairement, ce qui s'est passé, c'est que l'un d'entre eux avait été promu et pas l'autre. Et que très rapidement, la joie qui avait pu être partagée s'est transformée en rivalité mortelle. Vous avez d'autres documents par rapport au duel. Malheureusement, beaucoup de ces documents ont disparu. Il y a eu je ne sais pas pourquoi, il y a eu une razzia dans les archives de Lille. Malheureusement, je crois qu'il y avait 3 documents par rapport à des duels. Et sur ces 3 documents, un seul a survécu. Donc je pense que soit ils ont été détruits dans la Seconde Guerre mondiale, soit tout simplement ils ont été volés par des chercheurs mal intentionnés. Donc les officiers ont ce problème entre eux de savoir qui va obtenir une promotion et qui restera en fait sur le carreau, si vous me passez l'expression. Beaucoup d'officiers vont finir capitaine à 75 ans. Et en fait, on ment sur son âge pour pouvoir rester dans le système. Pour les simples soldats, la situation est un petit peu différente. Il est très très difficile de reconstituer l'histoire de ces hommes, puisqu'ils ont laissé moins de traces. Alors malheureusement, souvent, ce sont des sépultures. On a aussi les traces de leur nom. Quand on regarde les archives hospitalières, donc je reviens sur ce que j'avais pu faire dans les archives hospitalières d'Angers, on peut faire par exemple l'origine géographique des hommes qui appartiennent à ces régiments. La plupart d'entre eux sont recrutés dans le sud et le nord-ouest de l'Irlande, mais c'est vraiment le sud de l'Irlande qui est le plus important réservoir d'hommes. Leur passage aux Invalides permet aussi d'avoir quelques informations sur leur date de naissance, sur le type de blessure. On parlait de l'utilisation des armes à feu. En général, la plupart des hommes sont touchés soit au niveau du genou ou du bras. On a aussi les preuves qu'ils ont utilisées dans les armes à feu, l'épaule déboîtée, ce genre de choses. Mais le problème, c'est que ça reste toujours un peu anecdotique. Et c'est aussi un des écueils que je rencontre dans mes recherches, c'est comment passer de l'anecdotique à quelque chose d'historique. Est-ce que, parce qu'on a une anecdote d'un Irlandais qui a trop bu un soir et qui a tué quelqu'un, est-ce que ça veut dire que tous les Irlandais sont dangereux ? C'est un peu le problème, c'est de passer d'un extrême à l'autre. C'est que quand vous lisez des auteurs contemporains sur l'Irlande, ils ont tendance à être très laudatifs. Donc moi, mon risque, c'est de partir dans l'extrême inverse et de ne voir que le côté négatif. Et donc j'ai tendance un peu à me réjouir quand je trouve dans les documents d'archives, Irlandais, problème. Je suis très content quand je vois ça. Le problème, c'est qu'évidemment, il ne faut pas tomber dans l'extrême inverse. Donc réussir à trouver un juste milieu. Alors, le rôle des femmes est aussi important. Les femmes ce sont souvent elles qui vont pousser, par exemple, leurs hommes à déserter, à passer à l'ennemi, notamment en Italie, parce que, tout simplement, elles viennent avec leurs enfants, et il y a des bouches à nourrir. Et comme si les Français mettent un peu de temps à payer les hommes, les femmes vont pousser leur mari à passer de l'autre côté. Alors, vous avez aussi, j'ai trouvé un exemple, vous avez David Murphy qui a travaillé très récemment en 2006, ou 2006, sur les brigades irlandaises tout au long de l'histoire, donc en gros du XVIIe siècle jusqu'au XXe siècle. Et David Murphy explique qu'il y a toute une compagnie de soldats qui arrive en France en 1757 et qui a en fait été prise à Oswego au Canada. Et qui c'est donc on a un exemple de déserteurs qui viennent vers le camp français. Je crois que même certains sont des prisonniers de guerre. Et donc ils arrivent en France. Et il explique lui-même, David Murphy, il explique qu'il n'a pas plus d'informations sur cette compagnie-là. J'ai trouvé un peu par hasard, je dois l'avouer, dans les archives départementales d'Ille-et-Vilaine, à Rennes, des informations sur ces hommes, justement. Et au début, ils arrivent et on estime qu'ils vont sans problème rejoindre les régiments qui existent encore à l'époque, les régiments de la brigade irlandaise. Et en fait, la plupart se considèrent comme des prisonniers de guerre. Et ils refusent en fait de rejoindre. Ils ont essayé de déserter. On les met en fait dans un endroit, dans une prison, très clairement. Et ils font une pétition pour pouvoir en fait soit repartir au Canada, soit même, pourquoi pas, repartir vers l'Angleterre. Donc évidemment, là, on voit que cette idée qu'on a d'une France qui accueille à bras ouverts les Irlandais est loin d'être aussi simple.
Autre illustration de ce fait, vous avez cette planche numéro 113 du manuscrit Troupes du roi, infanterie française et étrangère, en 1757, justement, tome 1, qui vient du musée de l'armée. Vous trouvez ça sur Internet, sur le réseau de la Réunion des musées nationaux. Vous avez toute une série, plus d'une centaine d'illustrations sur tous les régiments de l'infanterie française et étrangère à l'époque. La plupart des soldats sont présentés au garde à vous, en train justement de charger leurs armes, ce genre de choses. Le seul qui est montré en train de voler une poule à des paysans, c'est l'Irlandais quand même. Qui plus est du régiment de Lally, un des régiments les plus récents de l'armée française et du côté de la brigade irlandaise. Il date de 1740 et 1743. Alors, la bataille de Fontenoy, c'est le moment où les Irlandais, entre guillemets, remplissent leur rôle de troupes d'élite, puisque c'est comme ça qu'on les considère de nos jours, au fait qu'ils vont sauver l'armée française en participant à la contre-attaque du maréchal de Saxe sur le flanc de la grande colonne des Anglo-hanovriens. Alors, déjà, un des aspects qu'il faut savoir, c'est que c'est un des rares moments où le recrutement est encore assez fort sur le plan des soldats en Irlande. La plupart des hommes, en fait, viennent d'Irlande parce qu'ils viennent en France pour échapper à la famine, non pas celle de 1845, mais celle de 1741. Qui a été à peu près, en toute proportion gardée, aussi importante que celle du XIXe siècle. Donc c'est pour ça que il suffit de regarder les feuilles de route des régiments, on voit les recrues des hommes qui passent par l'ouest de la France, qui augmentent. De temps à autre, vous avez une dizaine d'hommes qui, en 1720, 1730, une dizaine d'hommes qui traversent l'ouest de la France. À partir de 1740-41, vous voyez 40, 50 hommes qui passent, vous avez des compagnies entières, parce qu'une compagnie c'est à peu près 50 hommes à l'époque, qui traversent donc l'ouest de la France et qui vont rejoindre, en général le nord, parce que c'est là qu'on a stationné les troupes irlandaises. La bataille de Fontenoy en elle-même, c'est à la fois donc l'apogée, mais c'est aussi le déclin des régiments irlandais, puisque voici un document que j'ai trouvé là aussi dans les archives municipales d'Angers sur l'état des malades à l'hôpital de Nantes en 1747, donc 2 ans après la bataille, donc après aussi la bataille de Lowfeld. Et si vous regardez bien, vous avez sur le côté donc, gauche pour vous, les noms des officiers, qui sont encore des noms d'origine irlandaise, Dorrington, Roscommon, O'Connor. Mais le nom que vous avez de l'autre côté, ce sont des noms de soldats. Alors, l'image est un peu floue, parce que malheureusement, il faudrait que je réussisse à retrouver faudrait que je retourne en fait aux archives pour faire une vraie photo, parce que c'était une vieille photo de 2007. Donc les noms des soldats sont en fait des noms venant de Belgique, d'Allemagne et de France. Donc là, on a la preuve que les régiments irlandais existent toujours, mais ils ne sont plus irlandais au niveau de leur recrutement. Et ça va être le problème qui va se poser, c'est qu'on passe, en fait, certains viennent d'Ingolstadt, si je me souviens son nom, le recrutement va être le problème, mais entre-temps, comme les Irlandais ont fait preuve de bravoure, on va garder les régiments irlandais en une forme de défi face à l'Angleterre. C'est-à-dire, entre-temps, les Anglais commencent à changer d'avis sur la valeur militaire des Irlandais. On arrive ensuite donc à la fin des régiments irlandais, donc la deuxième partie du XVIIIe siècle. Là, on voit qu'il y a de moins en moins de régiments. On terminera avec 3 régiments au moment donc, de la Révolution, Dillon, Walsh et Berwick. Walsh étant d'ailleurs un nom qui est associé à Angers, parce que vous avez le château de Walsh-Serrand, qui n'est pas très très loin d'Angers. Donc c'est les 2 grandes régions qui ont eu des populations irlandaises liées donc, à cette immigration militaire, c'est le nord et le grand ouest de la France, notamment la région de Nantes et donc l'île Saint-Omer. Donc vous voyez en fait les noms des régiments qui changent, certains sont réformés, évidemment le nom du colonel est très important à l'époque. Bon, je ne vous apprends absolument rien par rapport à ça. Donc, au fur et à mesure, il est de plus en plus compliqué en fait de maintenir cette fameuse tradition irlandaise au sein de l'armée française. Au point que dans les années 1775, le régiment de Walsh a été réformé. On le voit. On a pensé en fait à le fusionner avec la Légion corse. Et ni les Corses ni les Irlandais étaient très contents par rapport à ça. Je vous laisse imaginer le mélange. Alors, je vais conclure. À la fin de l'Ancien Régime, donc les régiments
Les régiments eurent de plus en plus de mal à justifier leur existence en tant qu'unité nationale constituée, parce qu'on parle quand même de nation irlandaise, on parle des régiments irlandois ou irlandouais, comme on le prononçait à l'époque, donc projet de dissolution, comme je viens de le dire. Mais c'est le souvenir en fait des régiments qui va être le legs du XVIIIe siècle. Non seulement en France, puisqu'on va garder des régiments irlandais, même il y aura une demi-brigade qui sera constituée d'Irlandais ou de descendants d'Irlandais pendant la Révolution. Vous aurez la Légion irlandaise sous Napoléon. Mais c'est surtout dans les pays anglo-saxons, au sens le plus large, qu'il y aura donc cette tradition de la Légion, de la brigade irlandaise. Vous aurez des brigades irlandaises, évidemment, d'abord en Grande-Bretagne, puisqu'elles vont renaître au moment de la Révolution française et des guerres napoléoniennes. Elles sont d'ailleurs envoyées, parce qu'elles posent problème, même s'il y a un relâchement des lois pénales en 1793, avoir des catholiques au service d'une nation protestante pose toujours problème à l'époque. Donc on va les envoyer dans les Antilles, dans les West Indies, dans les Indes occidentales, comme on les appelle en anglais. Alors évidemment, le climat ne les a pas non plus aidés à ce moment-là. Mais vous avez aussi des brigades irlandaises au moment de la guerre de sécession, vous avez des brigades irlandaises au moment de la guerre des bourgs, des deux côtés d'ailleurs. Et vous aurez aussi un essai de brigade irlandaise au moment de la Première Guerre mondiale et même de la Seconde Guerre mondiale, mais ça n'a pas du tout fonctionné. Mais la marque, si j'ose dire, brigade irlandaise est devenue quelque chose de très prégnant dans le monde anglo-saxon. Et donc les Français, quand vous lisez des ouvrages de vulgarisation historique, ne font que reprendre des traductions de documents irlandais et britanniques par rapport à cette tradition.